Vous écoutez Nuages, chronique de Provence-Castarel, un livre écrit par Pierre-Paul Jobert et lu par la voix modélisée de Paul Doucet. 1. Provence-Castarel débute son premier carnet comme un roman d'aventure. Dès les premières lignes, le ton est donné. Une envie irrépressible de se mettre en scène. Comme s'il s'agissait pour lui de souligner d'entrée de jeu l'importance des faits et de justifier leur réalité, alors que cela semble totalement inutile, tant rien ne pousse à douter de la véracité des faits initiaux. Petropavlovsk, novembre 2015. Peu à peu, la ville s'efface derrière les eaux brunâtres de la baie d'Avatcha qui mène à l'océan Pacifique Nord. Seule la base du volcan Koryakski reste visible. Emprisonné dans un épais manteau de nuages glacés, le cône qui dépasse les 3000 mètres doit déjà se couvrir de neige. J'ai devant moi quelques heures de voyage sur le rafio de Boris avant de débarquer avec tout le matériel pour une saison d'hiver. La mer est suffisamment calme pour le moment et je peux prendre quelques notes. J'espère que Vassili le Tchouktché sera là avec les chevaux. J'ai pris du retard cette année, il fallait que je règle mes affaires avant de revenir. D'ailleurs, Boris n'a pas manqué de me rappeler qu'octobre eût été préférable pour cette expédition. Cela fait plusieurs semaines que je vous attends, professeur. Évidemment, Boris n'a pas pu s'empêcher d'utiliser cette apostrophe alors qu'il sait pertinemment que cela me gêne. Boris, je t'ai dit 1000 fois que je ne suis pas professeur. Boris garde le regard vers l'horizon. Il n'est pas genre à tourner la tête pour me parler. Il pilote. Allons. Un homme qui passe ses hivers perdus au milieu des volcans, avec des appareils tous aussi compliqués les uns que les autres, ce ne peut être qu'un savant ou un professeur. Alors pourquoi tu ne me dis pas, monsieur le savant? Boris hésite à peine, comme s'il avait déjà réfléchi à la question. Parce qu'un savant aurait su, lui, que novembre est trop tard dans la saison pour aller jusque là-bas. Là-dessus, Boris s'est renfrogné, comme à son habitude. Depuis le temps que je vis ici, mais est-ce une vie? Reste une question légitime. J'ai appris à parler le russe. Boris se moque toujours de mon épouvantable accent, et Vassili se moque de Boris, qui se moque de moi. Vassili n'aime pas les Russes. C'est bien connu, le régime soviétique n'a jamais respecté les Tchouktchès et les coutumes ancestrales de ces peuples autochtones. En peu de mots, Provence plante le décor, comme au cinéma. Il annonce les personnages centraux et en dit suffisamment sur lui, comme s'il fallait que le lecteur s'accoutume au plus vite aux personnages, pour laisser la place à l'essentiel qui viendra plus tard. Quand il écrit ces lignes, il vient de passer la cinquantaine. Il mentionne ses affaires, sans d'autres détails. Il prend soin de ne pas dévoiler son métier et laisse Boris l'évoquer. Serait-ce là deux figures de style? Il s'interroge sur sa destinée. Est-ce une vie? La question fondamentale. Tout ce qui suit fera écho à ces 4 mots. Provence annonce ici ce qui taraudera la réflexion du chercheur tout au long de la lecture de ses carnets. En effet, au-delà des questions pratiques sur son existence, son métier, les raisons de sa présence au Kamtchatka, Provence-Castarel reviendra plusieurs fois à la question existentielle, qui est peut-être la raison des chroniques elles-mêmes. Comme si l'écriture de ses souvenirs, de son journal, réel ou supposé, rendait son existence hic et nunc juste et nécessaire. Sans anticiper ce qui suit, il est important de souligner que Provence prendra malin plaisir à brouiller les pistes, à laisser croire qu'il invente, qu'il affabule, qu'il crée quand un détail subreptice viendra jeter le doute, ou au contraire, dans ce qui paraît être la transcription fidèle de la réalité, il viendra adjoindre un élément inattendu qui perturbera le lecteur attentif. C'est ainsi qu'une question récurrente et fondamentale va irriguer toute l'étude qui suit. Provence-Castarel, dit-il la vérité? Mais avant toute autre lecture analytique des carnets, il faut débuter par l'état civil et ce que les registres nous apprennent. 2. Selon les bases de données de l'État français, Provence-Castarel est né à Valençol, département de Haute-Provence, le 11 juillet 1966. Valençol est une bourgade située sur le plateau éponyme, non loin de Manosque. Une agriculture prospère dédiée aux céréales et à la lavande a permis aux habitants une vie tranquille,
loin des agitations de la ville. Fils d'un médecin et d'une institutrice, Provence Castarel a débuté sa scolarité à l'école primaire municipale. Il est probable qu'il a eu sa maman comme enseignante. On sait peu de choses sur l'enfance de Provence. Il n'en parle quasiment jamais, sauf quand il mentionne Céliane, son amie d'alors, dans plusieurs de ses carnets initiaux, rédigés tant dans la Dacha des Ours qu'à Baxa sur Nuages. Céliane sera pourtant une sorte de leitmotiv dans l'existence de Provence Castarel, en apparaissant ici et là dans cette étude au fil des pages, jusqu'à ce que sa présence devienne de plus en plus prégnante, au point de prendre littéralement corps et vie à la fin des chroniques. Provence est le nom de sa région natale. Rarement usité, ce prénom rendra l'enfant différent des autres Marius, Tiphaïne, Jean-Marie et Pierre, largement utilisé alors et contribuera probablement à son isolement à l'école. Né à Marseille, après avoir étudié à la faculté de médecine d'Aix en Provence, le père de Provence a exercé toute sa carrière dans le même village. Il est probable que sa rencontre avec celle qui deviendra son épouse eut lieu lors de l'un de ses séjours à Valençol, alors qu'il n'était que simple assistant du docteur Morel, qui lui cédera son cabinet quelques années plus tard. Isabelle était fille d'un agriculteur local, plutôt aisé, car propriétaire de plusieurs dizaines d'hectares de terre sur le plateau. Elle a laissé l'exploitation à son frère Antoine, préférant consacrer sa vie à l'éducation des enfants. Peut-être était-ce pour marquer son attachement à la terre de ses ancêtres qu'Isabelle a choisi ce prénom, mais ce n'est qu'une hypothèse. On ne connaît ni frère ni sœur à Provence, les registres ne portent aucune mention en ce sens. D'ailleurs, dans ses carnets, Provence apparaît toujours comme un homme plutôt solitaire, ce qui semble cohérent avec une enfance de fils unique. Il fut un étudiant sans histoire, au lycée à Digne. Il eut son bac à 17 ans, avec mention bien. Ce n'était pas bien difficile, expliquera-t-il assis dans le palais de Baxa. Pour la suite, Provence ne décrit à aucun moment le détail de sa formation. Cependant, il est presque certain qu'il suivit des études scientifiques. Les commentaires et les observations de Nuages ne trompent pas. Difficile à prouver totalement, car les archives des grandes écoles françaises ont malheureusement disparu, en même temps qu'elles, il y a une quinzaine d'années. À côté de cela, il a étudié la musique, en commençant assez tôt. Dans une tentative avortée d'autobiographie, il écrit « C'était le piano de la fille du docteur Morel, elle était décédée très jeune, et je m'exerçais en dilettante, sous le regard exigeant et bienveillant de ma mère. » Il conservera toutefois toute sa vie un goût prononcé pour l'objet musical, comme il aime à le nommer, en référence à Clément de Rosset, ouvrage qui apparaît dans sa bibliothèque. Provence est plus qu'un simple mélomane. Il manifestera un grand intérêt pour les créations du prince Ha. Ce sera une des clés de son voyage. Dans un extrait de son brouillon d'autobiographie, il le dit lui-même. « J'aurais aimé être musicien. Pianiste, compositeur, chef d'orchestre, organiste. La musique est le plus bel art qui soit, où l'éphémère, l'instantanéité, le moment suspendu créent les conditions changeantes et renouvelées de l'émotion auditive. Je me suis essayé à l'écriture musicale. Passer de l'improvisation au clavier au papier réglé, où le dessin des notes devient langage, est un bonheur rare. Mais ce ne furent rien d'autre que des tentatives, des esquisses, des brouillons d'un créateur autodidacte dont la formation musicologique se résumait à une écoute prolongée via la radio ou le disque. Provence Castarel a été mariée puis divorcée. On ne lui connaît ni remariage ni enfant. 3. La Dacha des Ours, décembre 2015. Il neige à gros flocons. Le silence de la forêt n'est troublé que par le craquement des branches ployant sous un manteau humide et lourd. Protégé et isolé du monde extérieur, je vais passer 6 mois, seul, ici, dans ma cabane au Kamtchatka. J'ai beaucoup œuvré à mon installation. Arrivé tard dans la saison, j'ai peiné à faire ma réserve de bois à peu près sec, ce qui fait que flammes et fumées grises se combattent aujourd'hui sans fin dans ma cheminée. Quand le rafio de Boris approcha de la côte, à l'endroit prévu, je vis que Vassili était là. Il m'attendait en lisière de forêt, devant la plage de gravier gris et noir. Immobile, hiératique. Si le vent n'avait pas agité la crinière des chevaux, on aurait pu croire à un totem abandonné.
vestige d'un antique culte sauvage. Boris ne s'est pas attardé, le vent fraîchissait, la mer enflait. Il voulait ramener son rafio entier à Petropavlovsk. C'est son outil de travail, son gagne-pain. Vassili est resté quelques jours avec moi. Mon tchouktche est aussi mauvais que son russe, mais nous nous comprenons, souvent sans rien dire. Les gestes deviennent évidents avec le temps et l'habitude d'une nature qui impose sa loi. Le chemin est assez long pour rejoindre ma datcha. Quand je reviens ici, je ressens toujours la même émotion, celle de retrouver mon chez-moi, espérant qu'il sera resté inviolé et que la curiosité des ours aura été se porter ailleurs. Vassili ne comprend pas bien ce que je fais ici et quel plaisir je peux prendre à consigner dans des cahiers à spirale des colonnes de chiffres. Pour Vassili, il est inconcevable de mettre la nature en équation. C'est une métaphore, car il n'a aucune idée de ce qu'est une équation. Il me dit souvent « Le monde se vit et se ressent en ouvrant son cœur à sa beauté. » Assis sur son cheval, il frappe alors sur sa poitrine, il ouvre grand les bras comme un aigle, le regard perçant vissé sur un horizon que les volcans peinent à clore. Je n'ai jamais pu lui dire que je ne prenais aucun plaisir à ce travail, mais que plus que tout, j'étais bien dans cette nature splendide et sauvage, et que j'étais heureux d'être là aussi parce qu'il existait. Mais il aurait fallu pour cela que nos échanges pussent dépasser l'ordre du contingent. Cependant, je sais à sa façon de me regarder, de m'observer vivre ici, sur ce morceau de terre que la nature nous prête, qu'il a compris combien j'étais bien plus qu'un simple scientifique. Provence se livre ici à un de ses exercices favoris, la description de la nature et l'exaltation de ses rudes beautés. Vassili en fait partie, mais rien n'indique que Provence put avoir à un moment ou un autre un ressenti ambivalent pour le tchouktche, alors qu'il vivra plus tard une relation parfaitement ambiguë sur Nuage. Il est tout près de le diviniser, ou tout du moins de lui conférer un rôle d'intercesseur entre le monde terrestre et un divin innommé. Il oppose dans un jugement sans appel, j'étais bien plus qu'un simple scientifique, la réalité que la vie professionnelle a fait de lui et ce qui vibre fondamentalement au fond de son cœur. Si dans les deux cas, il y a recherche de la connaissance, Provence-Castarel positionne les savoirs sur une échelle de valeur. Il ne dit pas que Vassili a compris qu'il était autre chose qu'un scientifique, mais combien il est plus qu'un scientifique. La science apporte peu quand l'esprit s'ouvre, comme il a souvent plaisir à le dire. Plus pragmatiquement, Provence-Castarel est un scientifique qui passe l'hiver, au minimum, au Kamtchatka, en manipulant des instruments de mesure destinés à des études. Météorologiques, vulcanologiques, écologiques. À ce stade des carnets, il n'est pas possible d'aller plus loin dans l'analyse précise de son activité. En effet, dans ce qui précède l'extrait ci-dessus, il ne fait que consigner des éléments factuels. Travaux réalisés, j'ai vérifié le bon fonctionnement des appareils, tâches à accomplir, couper du bois, faire dessaler le poisson, préparer le compte-rendu mensuel, météorologie du jour, menu d'hiver, surtout quand il a pu agrémenter l'ordinaire. À ce jour, je me suis fait un gâteau avec les érelles ramassées l'année dernière, conservées dans l'alcool, un régal. Bref, une liste de quotidiennetés qui n'ont d'autre intérêt que de montrer son souci de la précision, de l'ordonnancement et de la régularité. Il y a consciemment ou non, du Robinson, là-dedans, une sorte de processus d'identification au mythe séculaire de l'abandonné sur son île. 6 mois seul, dit-il. Le lecteur ne sait pas si Provence demande qu'on le plaigne de sa situation ou au contraire qu'on l'admire. Peut-être le seul fait d'être regardé le satisfait-il. Peu importe l'appréciation. Simplement exister. Encore une manifestation de cette interrogation fondamentale. Est-ce pour y répondre que Provence prend la plume? Pour qui écrit-il? Pressent-il l'imminence des faits qui vont suivre et veut-il simplement les placer en perspective? Ou au contraire, tout ceci n'est-il qu'une mise en scène destinée à voir se dérouler un scénario pensé à l'avance? 4. Pourtant, rien ne laisse présager des événements qui vont déclencher le départ de Provence pour Nuage. Il se laisse aller à vanter les bienfaits de l'hiver et de la solitude intelligente. Datcha des Ours, février 2016.
Aujourd'hui, le temps est revenu au calme. J'ai vécu pendant 10 jours, comme dans un camp retranché, tandis qu'au dehors se déchaînait une tempête effroyable. Il est bien difficile de s'abstraire du vacarme sans fin, avec ce vent énorme qui peine la forêt. Les heures sont sans référence. Il fait nuit toute la journée. J'ai fermé tous les volets de la datcha. J'en ai profité pour relire Dostoïevski. Cela devient le rituel des tempêtes d'hiver. Le seul moyen de se soustraire à la bruyante prégnance de la tempête, c'est le casque à isolation phonique. Une merveille de technologie, comme quoi de temps en temps, la science et sa fille opérative peuvent concourir à la beauté. Je ne l'utilise malheureusement pas autant que je le souhaiterais, car il me faut économiser la batterie, les ressources en électricité sont limitées, et la priorité va aux instruments. Lesquels instruments ne me disent rien que je ne sache déjà, l'activité est normale. Par contre, les instruments de l'orchestre, j'ai un faible pour le Mariinsky, sonnent merveilleusement bien. J'écoute les Russes, Prokofiev, Shostakovich, la symphonie Leningrad en pleine tempête au Kamtchatka, c'est quelque chose, Balakirev, entre autres. Je garde Stravinsky pour le dégel. Le sacre du printemps est réservé pour les grandes occasions liturgiques. Aujourd'hui, le soleil brille, je suis assis sur la souche qui me sert de trône. Je vois au loin le lac Kouril, gelé comme un miroir couvert de buée. Lilinski, et plus loin, le Kambalny dressent leurs silhouettes coniques brillant de 1000 feux. J'aime ce paysage sans âge. Le temps n'a pas d'emprise ici. La civilisation n'a pas encore importé ses miasmes délétères dans cet écosystème des origines. Dans ce monastère à ciel ouvert, je suis un reclus heureux. Provence-Castarel vante la constance de son environnement, y compris dans ses délires météorologiques. L'intemporalité du lieu le rassure, lui apporte une paix propice à l'évasion littéraire et musicale. L'hiver l'isole et en quelque sorte le protège. La neige n'est plus manteau, mais carapace, et le gel lui fait armure. Il met en perspective la beauté de la nature et les résultats de la création artistique humaine. C'est pour lui une évidence. L'amour de la musique est ici confirmé, explicitement. Dans ses inventaires, il liste bien d'autres références, beaucoup de musique française, ses origines, peu de musique allemande. Il abordera la question de ses goûts musicaux plus tard, quand il sera sur nuage, auprès de Si. Provence, le scientifique, peut-être l'ingénieur, il faut être ingénieur pour parler ainsi de la technologie, expose son moteur de vie, à savoir la recherche de la beauté. Est-ce cette irrépressible inclination qui le poussera à quitter ce lieu dans lequel il se dit pourtant heureux? Choisir l'abandon de sa zone de confort pour un inconnu sidérant est-il un exercice de la pensée ou une réalité? Rien dans les carnets de l'hiver 2015 à 2016 ne permet d'envisager l'une ou l'autre hypothèse avec plus de certitude. Les tentatives littéraires, des nouvelles, pas des romans, il écrit explicitement nouvelles sous le titre, datent peut-être de cette époque, il ne les a pas datées. Leur état embryonnaire laisse peu de place à l'interprétation. Les titres sont souvent peu explicites quand ils existent. Le jour bleu, le temps sans lendemain, l'espèce sauvage. Les paragraphes probablement rédigés très vite, à en juger par l'écriture, posent souvent le théâtre d'une action future. Une ville hypermoderne, un dialogue entre de futurs personnages, une biographie imaginaire à peine entamée. Des éléments insuffisants pour aider à comprendre si tout ce qui va suivre dans les chroniques est le résultat de l'imagination ou la réalité. Les carnets, à l'exception des deux derniers, sont rédigés cependant en continuité, à contrario des tentatives littéraires qui sont toutes éparses, en feuillets volants. Ceci laisse penser que Provence poursuit la narration de sa vie, à moins qu'il n'ait enfin trouvé le fil conducteur romanesque permettant la construction du récit sans abandon abortif. 5. Le printemps 2016 voit l'élément déclencheur survenir. Les notes de Provence se font plus rapprochées. 15 mars. Il me semble avoir entendu aujourd'hui le bruit d'un moteur. Personne ne vient jamais ici. J'ai peut-être rêvé. 16 mars. Il tombe une pluie froide sur une neige encore épaisse par endroits. Le sol est souvent gelé. Voilà un beau verglas en perspective. Cela n'empêche pas ce foutu bruit de moteur, au loin, vers le volcan.
17 mars. J'ai décidé d'en avoir le cœur net. J'ai chaussé mes vieux skis de randonnée et me suis approché de la zone d'où provenaient ces bruits. Le lac est encore gelé par endroits. J'ai progressé au prix de gros efforts. Après plusieurs heures de progression, je n'ai plus aucun doute. J'ai observé des traces de chenillettes. Je ne suis pas un trappeur. Mais il n'y a aucune difficulté à reconnaître ce genre de choses. Je n'ai pu aller plus loin. Je me serais fait prendre par la nuit pendant mon trajet du retour. 18 mars. Je me demande si le sismographe fonctionne correctement. Il n'enregistre jamais rien, du moins rien de significatif, et j'ai observé quelques mini-secousses, rien d'important, mais suffisamment pour que cela change de l'habitude. Décidément, voilà un printemps aussi précoce que riche en événements. 19 mars. Une journée calme sans rien à signaler. Il fait gris, sans aucun souffle de vent, ce qui est rare. J'ai cru entendre un oiseau. 20 mars. Quelques signes d'activité sismique. 21 mars. Encore ce bruit de moteur, au loin. 22 mars. Je viens de rentrer, épuisé. J'ai mis mes vêtements à sécher devant la cheminée. J'y ai fait un feu d'enfer. La pièce à vivre est rapidement montée en température. Je me hâte de transcrire les événements de la journée. Je suis parti très tôt ce matin, quand le sol était bien gelé. Le ciel était clair, et j'ai pu parcourir les 15 kilomètres qui me séparent de la piste en quelques petites heures. Les traces de chenillettes étaient toujours visibles. J'ai suivi la piste jusqu'en milieu de journée. Je ne pouvais aller plus loin car il me fallait rentrer. Je me suis écarté pour déjeuner. Tandis que je mangeais, un véhicule d'un blanc immaculé approcha, remontant la piste vers le volcan. Je me cachais tant bien que mal. Lourdement chargé, il progressait avec difficulté. Il ralentit en arrivant près de moi. Mon cœur battait la chamade. Je ne voulais pas être vu. 2 entrelacés, bleu marine ourlés d'or, décoraient les flancs de la chenillette. Elle s'arrêta un peu plus loin. 2 hommes habillés tout en blanc sortirent du véhicule pour satisfaire un besoin naturel. Ils fumèrent une cigarette en silence. Au moment de partir, j'entendis distinctement « Gehenwehr, des Allemands. Que viennent-ils faire ici ?» J'attendis un bon moment après leur départ avant de prendre le chemin du retour. 23 mars. Rien à signaler. Calme plat. 24 mars. Idem. 25 mars. Idem. Peut-être n'était-ce qu'une expédition de passage. Provence ne veut manifestement pas que quiconque vienne troubler sa solitude. L'étranger est obligatoirement un intrus dans son espace de liberté. Il espère sincèrement que tout redeviendra comme avant. Le calme de la nature, le silence dans la datcha protectrice, l'étreinte avec la solitude bienveillante. Manifestement, Provence n'est pas un aventurier. Certes, il a pris la mesure de son environnement et il s'y est adapté. Mais la rencontre avec l'autre l'effraie. Peut-être pense-t-il inconsciemment ennemi, car entre les lignes, il y a la crainte que les chemins qui mènent vers son bonheur deviennent troublés, voire illisibles. Et cela lui est inadmissible. Il est possible de commencer à comprendre à ce stade du récit pourquoi Provence a décidé d'entamer ce voyage vers l'inconnu, quelques semaines plus tard. Peut-être rêve-t-il d'un récit d'aventure, entame-t-il un nième projet romanesque. Il y a dans le cadencement des jours et leur contenu quelque chose d'éminemment musical, comme les climats successifs d'un poème symphonique, avec ses changements de rythme et d'atmosphère, jusqu'au retour au calme final. Cependant, la lecture de ces quelques lignes est sans intérêt littéraire majeur. En effet, Provence ne fait pas assaut de vocabulaire. Ce style se retrouvera plusieurs fois au cours de l'analyse globale des chroniques et de leur étude. Indépendamment du profil psychologique de Provence et de l'hypothèse imaginative, Provence décrit des faits objectifs. Une piste de la forêt a été utilisée à plusieurs reprises par un ou des véhicules S motorisés. Celui que Provence a observé était lourdement chargé. Par quoi? Il n'en dit rien. Le chauffeur parle allemand, ainsi que son acolyte. La probabilité que l'expédition soit allemande est donc grande. Même après la chute de l'Empire et a fortiori sous l'administration de Vladimir Poutine,
On n'organise pas une expédition au Kamtchatka sans avertir les autorités et avoir demandé les sauf-conduits nécessaires. Provence se plaint d'ailleurs dans son premier carnet de la bureaucratie tatillonne des bureaux de Petropavlovsk. Il est concevable qu'en cette province reculée, l'informatisation n'ait pas été complète. Ceci explique peut-être qu'aucune trace d'une quelconque expédition allemande n'apparaisse dans les registres numériques consultés au ministère de l'administration territoriale. Des recherches effectuées directement auprès du bureau de Petropavlovsk n'ont rien donné. Non pas que les documents aient pu être perdus. L'administration tatillonne ne perd rien. Elle range, elle classe, elle archive. Cela a toujours été ainsi. Simplement, il n'y a pas eu d'expédition, du moins officiellement. Il est alors nécessaire de rechercher la signification des deux E entrelacés en bleu marine ourlé d'or, ce que ne manqua pas de faire Provence. 6. 26 mars. Une dernière neige aujourd'hui. La température a subitement baissé. Je ne peux, ni ne veux sortir. Avec le vent qui hurle dans la forêt, il est impossible d'entendre un quelconque bruit de moteur. Je me demande cependant qui peut avoir bien envie de s'enfoncer sur la piste vers Lilinski. Je n'ai été informé d'aucune expédition volcanologique. Et puis Lilinski est plutôt du genre calme et de peu d'intérêt. C'est sûrement pour ça qu'on m'a exilé ici. Un grand calme et pas de vagues. Tant qu'à faire, il n'avait qu'à se promener du côté du Kliutchevski, plus au nord. Les Itelmen racontent bien des légendes de démons descendant de la montagne pour pêcher la baleine et la faisant cuire la nuit sur d'énormes feux. Plutôt du genre bruyant, cette bête-là, d'un tellurisme dantesque. Pas comme ici, où tout est redevenu calme. Je ne dispose que d'3 créneaux mensuels pour une communication Internet par satellite. Ils sont réservés à la télétransmission des données accumulées. Mais comme il ne se passe jamais rien ici, j'ai décidé de reporter l'envoi au mois prochain. Et puis, le faible signal noté il y a 10 jours pourrait réveiller le laboratoire et me sortir de ma tranquillité. Ce n'était apparemment qu'un hoquet, rien d'autre. J'ai donc utilisé la connexion du mois de mars pour rechercher sur Internet la signification de ces deux E entrelacés. J'ai commencé par les sites spécialisés en héraldique. J'y ai passé un long moment, trop long sûrement, au regard du créneau horaire de ma liaison satellite. Je n'ai rien trouvé. Rechercher simplement EE entrelacé sur Google ne donne rien. Je suis donc condamné aux conjectures. Soit cette équipe veut rester discrète et ce double E ne veut rien dire, soit l'organisateur de cette expédition est caractérisé par un ego gros comme ça, et il se moque des autorités, à moins qu'il ne les ait corrompus ou qu'il en soit un ami. Se pourrait-il qu'un Allemand ait suffisamment de relations haut placées dans l'administration russe pour qu'il puisse ainsi batifoler ici, qui plus est dans une réserve nationale? Et que vient-il faire près du volcan? Sont-ils toujours là? Où se sont-ils installés? Pourquoi faire? Je n'ai que des questions et aucune réponse. Vassili devrait passer un de ces jours, il vient toujours me voir à la fin de l'hiver pour savoir comment je vais. Je lui demanderai s'il a entendu parler de quelque chose. Peut-être me fais-je des idées. Pourtant, je suis sûr de ne pas avoir rêvé. Provence a effectué ses recherches en utilisant les moyens de l'époque. Google. Malgré les millions de pages indexées, il n'a rien trouvé. Et pour cause, le détenteur de ce double sigle ne se livre pas aisément. Ce qui peut paraître contradictoire avec le caractère ostentatoire de l'expédition, et pourtant, c'est ainsi. Les chroniques livreront plus tard l'élucidation de ce qui est à ce moment encore un mystère. Il ne fallait pas chercher dans l'héraldique. Provence fait montre là d'une certaine naïveté, d'un attachement pour les choses désuètes comme les blasons. Il oscille en permanence entre la modernité, Internet par satellite, et les vestiges du passé. Deux E entrelacés sur un véhicule ne peuvent pas être autre chose pour lui qu'un symbole héraldique. Emporté par le flot de l'écriture, Provence abandonne au passage un élément de sa vie professionnelle. S'il est ici, c'est d'abord, au départ, parce qu'on l'y a envoyé. Son comportement exaspérait, et le poste d'observateur au Kamtchatka était un moyen idéal de se débarrasser de ce qui était peut-être une forte tête. Image d'ailleurs que Provence ne donne pas de lui, car à aucun moment il ne laisse transparaître ce trait de personnalité. S'il avait dû le cacher sciemment,
Cela signifierait que chaque ligne de ces carnets aurait été écrite sous contrôle, ce qui n'est manifestement pas le cas. Il reste l'hypothèse de l'éviction pour propos politiquement incorrects, cachée sous le prétexte facile de l'incompatibilité d'humeur, ce qui pour l'époque est plus que plausible. Provence parlera de politique à Baxa et cela fera l'objet de quelques recensions dans les carnets écrits sur nuages. La liste des questions posées est évidemment pertinente. Il en manque une, et d'importance. Pourquoi le sismographe a-t-il enregistré des signaux anormaux, minimes certes, mais anormaux, au même moment? Si Provence avait posé cette interrogation sur la table, peut-être aurait-il cherché différemment. 7. Les jours passent, et Provence laisse peu de notes. Il ne sait pas ce que les mois qui viennent lui réservent. À la fin de mon contrat, peut-être pourrais-je rester ici? Son employeur, de toute évidence un établissement de recherche scientifique, ne lui a donc pas donné garantie concernant son avenir. Même s'il a 50 ans, quand il rédige ses chroniques, Provence ne peut prétendre à ce que la France de l'époque appelait le droit à la retraite. Il lui restait alors de longues années à travailler. Il est sans illusion quand il avoue « Ici, je suis payé en nature, mais là-bas, pense-t-il à mes cotisations ?» Sa situation professionnelle est totalement bancale, le désordre politique du pays à l'époque ne laissant évidemment rien envisager de bon. Provence manifeste peu d'attachement à son pays d'origine. Il n'en parle jamais, sauf entre les lignes, à l'occasion de ses interrogations concernant sa situation matérielle. Peut-être est-ce dans cette direction qu'il faut chercher l'explication à ses affaires dont il parle tout au début des carnets. Il ne signale rien d'anormal pendant tout le mois d'avril, sinon que Vassili tarde. Il sort à chaque fois qu'il le peut. Il s'occupe de tâches terre à terre. J'ai hâte de pouvoir retourner à la pêche. Un poisson frais est un régal. Comme s'il ne s'était rien passé, comme si cette aventure n'était qu'épiphénomène, comme s'il avait construit une apparente réalité. Il s'extasie comme un enfant. Aujourd'hui, sur un tertre dégagé, j'ai vu les premières fleurs. Je me suis couché sur le sol humide, la tête à ras de terre, et je les ai regardées comme le ferait un papillon. Elles étaient immenses, un jardin extraordinaire. J'étais sur une autre planète avec une flore gigantesque. Provence s'évade. Tout se passe comme s'il annonçait son voyage futur, son transport vers nuages. C'est un rêveur imaginatif, prêt à construire un monde à partir de rien. C'est ce trait de personnalité qui instillera un doute tout au long de la lecture de ses chroniques. Sa datcha est son ermitage. Il est là encore pour quelques semaines peut-être, et il profite au maximum des beautés de la nature. Les volcans sont calmes. De là où je suis, je peux apercevoir les deux cônes, l'Ilinski au nord-est et le Kambalny plus au sud. Il est dans son territoire comme s'il avait toujours vécu ici. Je ne me lasse pas de ce paysage. Je ne sais pas combien de photographies j'ai prises de ces deux géants endormis. Provence dispose d'un appareil photographique, ce qui n'a rien de surprenant. Il l'utilise pour les paysages et conserve ainsi la trace des beautés de la nature. Il écrit dans ses carnets tout comme font les isolés qui parlent seuls, à destination d'un auditoire imaginaire, ou tout simplement à eux-mêmes, histoire d'entendre une voix. La vie en solitaire, sans parler à quiconque pendant des mois, peut amener à quelques dérangements. C'est un avis commun et recevable. Et Provence pourrait souffrir d'une sorte de dépression. Un autre élément n'a pas été mentionné ici car il n'y a que quelques phrases, souvent allusives, qui permettent de le souligner. Cependant, il est temps de l'aborder. Provence s'adresse de temps en temps à une personne précise, sans dire qui elle est. Il voudrait partager avec elle la beauté du monde. Si tu voyais ce paysage, l'intensité d'un moment, le calme soudain après la tempête d'hiver, la promenade dans la forêt ruisselante de neige immaculée, comme j'aimerais que tu sois là, les animaux qui jouent, si tu avais vu ces ours, dommage que tu n'aies pas voulu venir. Apparaît ici une autre hypothèse sur le retard pris part. Provence a rentré en poste. Il a cherché à convaincre une personne de le rejoindre et de passer l'hiver avec lui, de fuir à ses côtés dans son île forestière. Et cette personne ne s'est pas décidée. Un indice est donné dans l'ébauche de nouvelles ayant pour titre « L'amant oublié »,
Il y parle d'une femme qui abandonne son amant d'une nuit, le laissant sans nouvelles, refusant tout de suite à ce qui n'était pour elle qu'une pochade, alors qu'après avoir réalisé son rêve de jeune homme, il attendait l'aube d'une nouvelle vie. Provence en profite pour disserter sur le temps qui passe, sur l'histoire qui ne repasse pas les plats, sur l'inanité de la vision romantique. En quelques pages, il tente l'aigreur, la misogynie, sans toutefois abandonner espoir qu'elle ne revienne. Provence parle évidemment de lui, mais les nouvelles ne sont pas datées, aussi n'est-il pas possible de verser sans réserve ce texte au dossier des affaires qui l'ont retenu. Le retour de Vassili va être l'occasion pour Provence de revenir sur l'énigme des bruits de moteur et des traces de chenillettes. Oui. 25 avril. Vassili est passé hier. J'ai été ravi de le revoir. Alors comment va le savant professeur? Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. Et de rire tous les deux comme deux adolescents partageant depuis longtemps la même blague. Vassili m'a apporté un gros morceau de viande fraîche. Je ne lui ai pas demandé ce que c'était. La chasse est strictement réglementée dans la région, et il est plus que probable qu'il a fait une entorse au règlement. J'ai raconté à Vassili les bruits de moteur et mes 2 expéditions. Depuis plusieurs semaines, je n'entends plus rien. Tu sais, je me demande si mon esprit n'est pas un peu dérangé. Ta tête fonctionne bien. Ton cerveau est en parfait état. Je sais déjà tout ce que tu me racontes. Quoi? Écoute, Provence, je n'ai pas l'habitude de répéter 2 fois la même chose. Tu m'as parfaitement compris. Tu les as vus? Vassili n'a pas répondu. Il mima les battements d'ailes d'un oiseau, un aigle, je suppose. Il me lança un regard perçant. Il plana un moment, avant de fondre en piqué. Les animaux parlent pour qui sait les entendre. Il n'en dit pas plus. Les savoirs des Tchouktchés restent un mystère pour moi, malgré plusieurs années à les côtoyer. Je dois faire comme s'il avait raison. Provence cherche à conserver la logique de la rationalité, et dans le même temps, il accepte sans rechigner les possibles pouvoirs des Tchouktchés. Cela ne lui suffit cependant pas. Vassili, voudrais-tu revenir avec un second cheval lors de ta prochaine visite? Tu n'as pas à demander, il est là. Il siffle entre ses dents cariées, et de la forêt émerge un magnifique cheval noir de jais. Je me doutais que tu aurais envie d'une promenade. Pour aller là-bas? Pourquoi pas? Moi aussi, je voudrais voir de mes propres yeux ce que l'aigle m'a dit. Et qu'a-t-il décrit? Ce que nous irons voir demain. Provence raconte cet échange avec précision. Il n'y a aucune rature, ce qui signifie qu'il a en mémoire les mots utilisés. Il ne commente pas ce qu'il vient de narrer, il faut aller jusqu'au bout. Nous sommes partis 3 jours. Avec Vassili comme guide, je sais que je ne risque rien. Il possède une part d'animalité, faite d'instinct et de sens de l'observation. Je le suis. Enfin, je me demande même si ce n'est pas mon cheval qui suit le sien, tellement je tiens les rênes de façon lâche. Nous avons mis une journée pour nous approcher du volcan Ilinski, en faisant un détour. Vassili m'a expliqué le chemin avec un vague dessin dans le sable, griffonné du bout d'un bâton de bois pointu. Nous avons bivouaqué dans une grotte, connue probablement de lui seul. De la viande séchée et un morceau de fromage très sec et très fort. Il fit un feu de tourbe sans fumée, assez chaud pour préparer une boisson étrange. On aurait dit une tisane, un vague goût de pain et de menthe mêlés. « Bois, mon ami. » « Qu'est-ce que c'est? » « La boisson des sages qui ne dorment pas. » Je ne répondis rien, mais crus comprendre. « Allons-y. » « De nuit? » « Les hommes dorment souvent la nuit. » Il me fit un grand clin d'œil. Nous laissâmes les chevaux et partîmes à pied. « Tu marches où je marche, d'accord? » Je bredouillais un vague assentiment. C'est que je ne suis pas Tchouktché, moi. Après plusieurs heures de marche en silence, rompue parfois par une brindille brisée par un de mes pas, ce qui ne manquait pas d'irriter Vassili, il me fit signe de m'accroupir. « Regarde mon ami, voilà ce que l'aigle m'a raconté.
J'avais devant moi un campement structuré avec des éléments préfabriqués. Plusieurs véhicules étaient garés au milieu des bâtiments. C'étaient bien les mêmes que ceux que j'avais vus il y avait plus d'un mois. Le double E ourlé d'or était parfaitement reconnaissable. Une antenne parabolique était dressée vers le ciel. Les rayons de lune donnaient à l'ensemble un caractère quasi spectral. Le camp semblait désert. Il était sans lumière. L'endroit avait été bien choisi, dans un repli de la pente, orienté plein sud, protégé par la forêt sur 3 côtés. Il fallait approcher très près pour voir quelque chose. Comme nous l'avons fait ce soir-là. À un moment, Vassili posa sa main sur mon épaule et pressa légèrement. Je commençais à avoir des crampes, mais il m'indiquait quelque chose. Un homme se déplaçait dans le camp. Il portait en bandoulière une kalachnikov. Je ne suis pas expert en armes, mais celle-là, on la reconnaîtrait entre toutes. Je voulus prendre une photographie, mais Vassili m'en empêcha, craignant le moindre bruit. Nous restâmes postés une partie de la nuit, sans que rien ne se passe. Nous sommes restés à couvert. Vassili était debout contre un arbre, totalement immobile. Il se fondait dans le paysage. J'avais bien du mal à rester sans bouger, tout comme mon esprit qui se mit à vagabonder. Quelle est cette organisation? Que font ces hommes? Pourquoi un garde armé? Quelle est la signification du double E? Le jour se leva. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.